Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Voltigeurs, le premier épisode des Voltigeurs de 2026. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stanislas Sinda. Salut, Enchanté. chanté. Stanislas, je te laisse te présenter peut-être qui tu es, ton activité, ton parcours aux étudiants, entrepreneurs et chefs d'entreprise qui nous regardent. Bonjour à tous, moi c'est Stanislas, tout juste 24 ans, entrepreneur, ancien étudiant entrepreneur. Donc j'ai fondé Noma, le premier café coworking de Toulouse. On est situé à Jean Jaurès. Et en parallèle de ça, auparavant, je fais pas mal de choses, pas mal de projets entrepreneuriaux pendant mes études justement. Donc voilà. Ok, donc Noma, c'est un café coworking. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet? Ouais, bien sûr. Alors Noma, on a ouvert ça il y a 3 mois. Donc c'est un café coworking. Donc c'est un espace coworking revisité en coffee shop où on propose euh, des espaces de travail, donc un grand open space avec une salle de réunion. Et on propose aussi toutes les boissons à volonté, donc café, matcha, cappuccino, tout ce qu'on va retrouver dans un coffee shop. En fait, on voulait garder le côté chaleureux d'un coffee shop et le côté pratique d'un coworking. Et on organise aussi des événements plutôt corpo, B2B, donc la privatisation d'entreprise, after work, séminaires et autres. D'accord, ok, très clair. Et donc je sais qu'avant ce projet-là, tu as monté Niti, Ouais, une autre exactement. boîte. Est-ce Ouais. que peut-être tu peux nous expliquer un peu d'où part cette idée et en quoi ça t'a permis du coup d'aboutir maintenant à Nova? Noma. Ouais, exactement. Alors Noma, c'est mon deuxième projet. C'est vrai que auparavant, en fait, pendant mes études, on a co-créé donc avec un de mes meilleurs amis, un de mes associés, Jeff, on avait co-créé Niti. Donc Niti, c'était une conciergerie immobilière. On a créé ça quand on était en L3 pendant notre alternance. Donc en fait, c'était une conciergerie immobilière. On avait une vingtaine d'appartements sur Toulouse. Et nous, on s'occupait vraiment de la partie location en courte durée, Airbnb, Booking, etc. On avait aussi des femmes de ménage. Et en fait, ce projet, il s'est fait globalement par le biais de circonstances. Moi, en fait, il faut savoir que j'ai acheté mon appartement après ma L2. Donc en fait, entre ma L2 et ma L3, j'ai fait une année de césure où j'ai acheté mon appartement parce que je m'intéressais vraiment à l'immobilier à 100%. Et donc j'ai fait une pause entre mes deux années. Et donc j'ai travaillé pendant un an, j'étais en CDI, donc j'ai pu acquérir un appartement et derrière en fait s'en est suivi beaucoup d'intérêt pour l'immobilier. Je me suis intéressé à qu'est-ce qui était le meilleur moyen pour le louer et pour rentabiliser justement ce bien. Mhm. Et donc je me suis intéressé à la courte durée et de fil en aiguille je me suis intéressé à la conciergerie, j'ai proposé à mon ami et donc on a monté cette boîte. Donc comme je te l'ai dit, on avait une vingtaine d'appartements sur Toulouse en gestion. On faisait ça pendant nos études et donc il arrivait que des fois pendant les cours on répondait aux voyageurs. On Ok. sortait entre midi et deux pour aller voir un appart, gérer une problème de boîte à clés. Et donc de fil en aiguille, ça a bien marché. Donc on a continué en L3. Mon associé lui était en master. Mhm. Et donc peu après, moi j'ai commencé un master que j'ai écourté très vite pour me focus sur Noma. Ok. Voilà. Et ce switch entre Nietzsche et Noma, comment tu l'expliques? Pourquoi est-ce que tu as laissé Nietzsche si ça fonctionnait? Ouais. C'était quoi ce passage un peu que tu as eu? Mais c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, l'idée d'avoir créé Noma, c'était pour répondre à un réel besoin de Nietzsche, dans le sens où nous, Nietzsche, pendant nos études, on contrôlait beaucoup à distance, que ce soit pendant les cours, ou même après, ou le week-end. En fait, on travaillait de chez nous. C'était beaucoup de digital et beaucoup de gestion, en fait, opérationnelle à distance. Et nous, en fait, on manquait en fait d'endroits où on pouvait vraiment travailler. On ne voulait pas aller à la bibliothèque. Mhm. Les espaces de coworking, on trouvait que c'était très froid, très corporate. Ok. C'est pas forcément un secteur où en fait on se sentait bien pour travailler. Et de chez nous, bah, c'était pas forcément approprié. Euh, et les coffee shops, les cafés, c'est très bruyant et des fois il n'y avait pas toujours la wifi. Et on faisait pas mal de passages sur Paris, tout ça pour se former ou rencontrer encore d'autres Mhm. entrepreneurs, notamment dans la conciergerie ou dans l'immobilier. Et on voyait en fait ce business model de café coworking où on pouvait et à la fois prendre une boisson où il y avait ce côté chaleureux, humain qu'on retrouvait dans un café, mais le côté pratique aussi du coworking où il y avait une imprimante, de la wifi, une prise électrique. Mhm. Et donc en fait, moi je me suis intéressé à ce business model. Je trouvais ça intéressant, le fait qu'on puisse se poser et à la fois pouvoir travailler. Et donc tout simplement, je me suis intéressé, j'ai fait une grosse étude de marché, un business plan, j'ai vu que ça pouvait plaire. J'ai pas mal été sondé les Toulousains, soit les jeunes, les moins jeunes. J'allais dans les Starbucks pour parler avec eux. Et j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt. Et donc j'ai lancé Noma pendant Niti. Et de fil en aiguille, on s'est fait aussi approcher pour la revente de Niti. Donc on nous a contacté pour le rachat. Et tout simplement, ça s'est bien enchaîné. Donc on a revendu Niti. Et peu après, j'ai créé Noma. Ok, très clair. Voilà. Tu as levé un point qui m'intéresse et je pense qu'il intéresse aussi beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. C'est
j'aimerais avoir ta vision de l'intérêt, en tout cas l'enjeu que tu portes sur les études de marché et un business plan pour démarrer son activité ou renforcer son activité entrepreneuriale. Ah ben, c'est un vrai point parce que ça, j'avais beaucoup vu sur la partie théorie, Mhm. hein, L2, Ouais, L3, ou même au début du master. Euh, mais en fait, j'ai vraiment vu de le côté pratique de la chose. Et c'était essentiel. L'étude de marché, pour moi, il fallait voir déjà s'il y avait de l'intérêt, s'il y avait de la demande, et surtout si on pouvait gagner de l'argent avec ça. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais derrière, il faut pouvoir exprimer et gagner de l'argent. Et aussi, si on veut aller chercher des fonds, et ben, construire un business plan en béton, que ce soit au niveau des banques, trouver des actionnaires, des investisseurs ou autres. Et donc, ouais, là, franchement, il y a un gros point, et j'ai passé pas mal de temps sur l'étude de marché, puis après le business plan, d'accord. tout ça pour voir s'il y avait de l'intérêt, voir si je pouvais gagner de l'argent, et aussi lever des fonds auprès de la banque, parce que je me suis servi aussi de la trésorerie de la vente de ma première boîte, donc Nichi, mais j'ai été aussi chercher des fonds auprès de la banque pour lever de la dette. C'est toujours plus intéressant. Et donc, ouais, il fallait un business plan en béton, Mm. une vraie étude de marché. Donc, ouais, c'était essentiel. Ça, tu dis que du coup c'était essentiel. Est-ce que par essentiel, tu entends que ça t'a fait gagner du temps dans ton activité ou c'était indispensable pour le lancement de ton projet? Les deux, Ok. franchement, je dirais que c'est les deux. Et ça m'a fait gagner du temps parce que j'ai pas perdu de temps au niveau de la recherche Mm. et j'ai vraiment vu qu'il y avait de l'intérêt. C'était essentiel. Et non, c'était essentiel, enfin, c'était important pour moi et même obligatoire si je voulais aller chercher des fonds auprès de la banque. C'est vraiment quelque chose qui est obligatoire pour les banques. Au-delà d'avoir un bon profil, au-delà d'avoir un apport, ils demandent aussi le business plan et l'étude de marché. Parce que eux, derrière, étudient la chose pour savoir si vous prêtez des fonds ou pas. Donc c'est vraiment important. Ouais. D'accord. Ok, très clair. À travers du coup Noma et Niti, ces deux beaux projets entrepreneuriaux, Ouais. je vois que tu as lancé ça en parallèle de tes études. Est-ce que cette fibre entrepreneuriale, elle s'est développée avec le temps? Est-ce que tu as senti que tu l'avais déjà en toi? Quel rapport tu as avec cette idée-là? Ouais, je sais pas si je l'avais toujours en moi. Après, j'ai toujours fait un peu des projets un peu gauche-droite en parallèle de mes études, hein, que ce soit l'organisation de soirées, enfin rien à voir, mais Ok. il y avait toujours un peu cet esprit Mm. entrepreneurial de vouloir créer des choses, créer des projets, pas forcément pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, Nietzsche, on l'a fait au début, pas pour gagner de l'argent, mais vraiment par intérêt pour l'entrepreneuriat et l'intérêt pour la gestion de projet, Mhm. monter des projets, etc. Donc, dans un premier temps, c'était pas pour gagner de l'argent. Donc, oui, il y a toujours eu un intérêt pour construire des choses, pas forcément pour l'entrepreneuriat, mais pour construire des choses, créer des choses. Euh, et après, ça a bien marché. Donc, tout simplement, il y a eu un plus grand intérêt après pour l'entrepreneuriat, pour les enjeux aussi financiers euh, et aussi pour notre carrière. Donc, je pense qu'on a toujours eu, mon associé et moi, et puis moi-même après par la suite sur nos mains, un esprit entrepreneurial. Voilà. Ok, ça marche. Et de ton expérience au sein de Niti, est-ce qu'il y a une leçon, une erreur que tu as pu faire, que tu retiens et qui a été essentielle pour le fonctionnement, ou en tout cas le développement de ton activité au sein de Noma? Ouais, c'est une bonne question. L'humain, franchement, je dirais Ok, l'humain parce que on avait au maximum notre équipe, c'était sept femmes de ménage. Donc on avait 7 femmes de ménage à gérer. Et quand on a 22, 23 ans, c'est pas forcément évident de gérer des femmes de ménage parce que c'est de l'humain et le plus dur dans un business, c'est vraiment l'humain. Et ça m'a pas mal appris parce que on est tombé sur des bonnes personnes, mais aussi des mauvaises. Que ce soit au niveau de nos ententes, que ce soit au niveau des prestations, il mm, n'est pas forcément, il répondait pas forcément à nos attentes. Euh, donc ouais, la gestion humaine, c'était le plus difficile. Et derrière, ça m'a beaucoup appris sur Noma, sur le recrutement par exemple, et c'est aussi sur les relations que je peux avoir. Bien que voilà, j'apprends encore, hein, j'ai 24 ans, je suis encore en plein processus mhm. d'apprentissage, notamment au niveau des gestions humaines, des ressources humaines ou même du management. Mais ouais, je dirais la plus grande leçon que j'ai pu apprendre sur Nietzsche qui impacte Noma, c'est l'humain. L'humain, tu mets l'humain au centre. Ok, Ouais, à ouais, c'est 100%. intéressant. Ok. Et comme tu dis, du coup, tu es encore très jeune, tu as 24 ans, 22 ans en tant que Niti. Est-ce que pour les entrepreneurs ou ceux qui ambitionnent, les étudiants qui ambitionnent d'entreprendre et qui nous regardent, est-ce que tu as un conseil à leur donner, peut-être sur le moment à se lancer ou un conseil en général? Et ben, le meilleur moment, sachez que c'est pendant vos études. Vraiment, c'est la première leçon que je retiendrai de ce que j'ai pu faire. C'est vraiment de lancer des business pendant vos études parce que c'est le moment où on est frais, où on n'a pas forcément de grosses responsabilités, où on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est un petit peu d'argent. Donc franchement, la meilleure des leçons que je retiendrai, ce serait vraiment de lancer les business pendant vos études. Et pas forcément aussi d'avoir l'intérêt pour l'argent, mais plutôt par la passion de créer des projets, par la passion de rencontrer des gens,
créer des liens, créer des connexions, voyager. Et vraiment pour avoir cet intérêt-là, et puis l'argent va venir ensuite, Mhm. il faut vraiment le voir en fil en aiguille. Donc premièrement, je dirais de le lancer pendant ses études, de ne pas forcément rechercher l'argent, mais au contraire de vouloir rencontrer, être curieux un maximum, et même si ce n'est pas votre domaine de prédiction, et ben, s'intéresser au maximum, et s'il faut, bah, opportunité plus opportunité va faire que vous allez créer quelque chose qui va marcher. Ok, je vois. Et qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui à ça te répondent que ils sont en études, ils ont parfois fait un prêt, ils n'ont pas les fonds, ils ont peut-être des parents derrière qui soutiennent pas forcément, la pression aussi sociale. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir à sortir un petit peu de ça et se diriger vers l'activité qu'ils ont en tête? Alors, c'est une bonne question au niveau des fonds. C'est vrai que ça peut être la première problématique ou la première peur, c'est d'engager des fonds perso, c'est de se dire oui mais j'ai un prêt donc je ne peux pas forcément investir ou m'investir dans des projets entrepreneuriaux. La plupart des projets que vous pouvez lancer pendant vos études, ils ne demandent pas forcément des fonds. Ok. Le premier projet que moi j'ai fait, Niti, on a dû mettre des centaines d'euros, donc j'ai mis 300 euros, mon associé aussi 300 euros, et c'est des sous qu'on a dû aller chercher, mais rien n'empêche de faire un petit job alimentaire pendant un mois ou pendant les vacances pour se construire une petite trésorerie et derrière bah, s'en servir pour faire quelque chose. Il faut savoir que le plus important, c'est d'avoir des compétences, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais vendez vos compétences, et pour avoir des compétences, bah, soyez curieux et apprenez, mais vendez vos compétences et ensuite l'argent va venir après. Et je pense pas qu'il faut forcément avoir directement de la trésorerie, un capital social, créer une société. D'ailleurs, nous, on a commencé en micro. Donc, Ok. on a commencé en micro, j'étais tout seul, officiellement, on était deux. Donc, on faisait les choses à deux, mais on était tous les deux en micro, et en fait, bah, ça avait marché. On n'avait pas Hmm. cette obligation d'être en société, avoir un capital social, avoir un expert comptable. Donc, pareil, tout ça, c'est une question de coût. Et en fait, pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément obligé c'est pas forcément obligé d'avoir des milliers et des cents pour lancer un business. Surtout pas un side business. Ok. Donc selon toi, se lancer et se faire Ouais. la main sur le terrain et Ouais, ensuite. exactement. Et Ok. s'il manque des fonds, c'est aller chercher un petit peu, c'est faire des concessions, c'est faire Hmm. des sacrifices, aller bosser un petit peu dans la restauration ou autre, se construire un petit capital et puis lancer des projets. D'accord. Ok. Et de ces deux expériences entrepreneuriales, est-ce que tu t'es rendu compte que, du coup, toi, Stanislas, tu avais des peurs de temps en temps? Est-ce que toi, tu as des peurs qui persistent dans ton activité? Est-ce que tu peux nous en parler? Tous les jours, ouais, tous les jours, il y a des peurs. Maintenant, c'est un peu comme un sportif, dans le sens Ok. où il faut savoir apprivoiser un petit peu ses peurs. Mais ouais, ouais, tous les jours, il y a des peurs. La peur d'échouer, c'est une grosse peur. La peur de perdre de l'argent, la peur de se tromper aussi. Je pense que pour pallier à tout ça, ce qu'il faut faire, c'est pas trop réfléchir. Moi, je m'entends par là, mais avec mon associé, on était très complémentaires parce que lui, il réfléchissait beaucoup, énormément. C'est quelqu'un de très posé et donc très complémentaire à moi. Ok. Et au contraire, moi, c'est quelqu'un de très fonceur qui réfléchissait pas beaucoup, mais qui avançait au maximum. Et quitte en fait à trébucher et à me casser la tête, et ben, j'avançais quand même. Donc, moi, je dirais qu'il faut un mix des deux entre oui, il faut réfléchir, mais pas trop parce que plus on réfléchit, plus on a peur, moins on passe à l'acte. Mhm. Et donc, toutes les peurs que moi je peux avoir au quotidien, j'essaie de bah, les mettre de côté et essayer d'avancer au maximum. Ok. Du coup, toi, ce serait quoi ton rapport à l'échec? Ça serait plutôt une leçon que tu en tires ou quelque chose qui est à éviter? Non, on ne peut pas l'éviter l'échec. Moi, pour moi, et ça, c'est une mentalité qui est très française, la peur de l'échec, parce que l'échec est un peu mal vu en France. Mhm. Et ça, c'est triste. Je sais que les États-Unis, au contraire, c'est plutôt valorisé, parce qu'on voit ça comme un apprentissage. Moi, je pense qu'en France, il faudrait qu'on le retourne de la même manière et qu'on le voit comme un apprentissage. L'échec, c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un apprentissage, comme on peut le voir aux États-Unis. Euh, et non, on ne peut pas l'éviter, donc il faut savoir l'accepter et au contraire s'en servir comme une force. C'est un peu comme à l'école. Je pense que si, enfin, on est tous passés par des mauvaises notes, en dessous de la moyenne, 5, 6 sur 20, et c'est grâce à ces 5, 6 sur 20 qu'on a vu aussi de quoi on était capable, ce que ça nous a Mhm. procuré aussi en nous, pour aller chercher d'ailleurs autre chose. Donc non, non, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut savoir l'accepter au contraire, et savoir jouer avec, en fait, justement. Ok, super intéressant. Pour en revenir peut-être un peu à Noma, je me pose une question, c'est quoi les futurs objectifs pour Noma? Où est-ce que tu vois Noma dans 3 ans? Qu'est-ce que tu ambitionnes pour ta boîte? Alors c'est compliqué à répondre, c'est compliqué et facile à répondre parce qu'un business, ça reste assez aléatoire. Mhm. Bien sûr. S'il faut, je peux faire faillite dans 6 mois, s'il faut dans 5 ans, on sera toujours là. Mais globalement, là, ça va être de développer Noma de manière locale. Ok. Voilà, être de plus en plus connu sur la partie Toulouse, donc sur Toulouse, et puis le développer par la suite. Je suis pas mal sollicité pour des franchises, donc franchiser le concept dans d'autres villes, etc. D'accord. C'est pas forcément ce que j'ambitionne principalement. Ce qui est intéressant avec Noma, c'est que en tant qu'entrepreneur, j'arrive au mieux et de plus en plus à déléguer.
Donc avec les équipes, les équipes qui sont en place, ça me permet de faire moi d'autres choses. Mais globalement, ça va être de développer Noma un maximum. Euh, et encore une fois, je ne vais pas viser l'argent à tout prix, Mhm. mais c'est vraiment de développer Noma. Et à côté, moi, de construire encore d'autres projets, que ce soit sur la création d'un d'autres Noma ou encore d'autres projets entrepreneuriaux ou autres. Ok. Ça, c'est intéressant le point que tu soulèves sur le fait de déléguer. Je trouve que tu as une certaine maturité déjà à 24 ans sur ce point-là, parce que je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui peuvent avoir du mal à déléguer et à donner des Passer responsabilités la à main, d'autres ouais. personnes exactement. C'est quoi ce rapport que tu as au fait de déléguer et peut-être au management en général? C'est une bonne question parce que c'est vrai que là, je suis sur un business physique complètement différent de ce que j'avais auparavant avec Mhm. Niki. Niki, business digital, Noma, business physique. Qui dit physique, dit bah, faut être présent physiquement. Et moi, tout de suite, dès le début, mis des process en place en fait, pour essayer de déléguer au maximum. Et avoir des fiches, des process clairs. Donc ça passe par qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait le soir, qu'est-ce qu'on fait pendant la journée, avec des process même vidéo qu'on a créés en interne, Ok. des logiciels aussi qu'on a créés en interne, tout ça pour faciliter en fait toute la partie humaine. Mhm. Euh, Derrière, je dirais qu'il ne faut pas forcément à tout prix, dès le début, pousser à déléguer, mais il faut déléguer surtout intelligemment. Je m'explique, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de restaurateurs ou autres qui ont des business physiques et qui se laissent un petit peu noyer par la pression et par le fait d'avoir peur de déléguer. Et cette première peur, en fait, elle vient par le fait de bien faire. En fait, il faut savoir accepter en tant qu'entrepreneur que le boulot, il sera peut-être pas forcément fait comme nous on le veut, Mhm. mais au moins il sera fait et il faudra qu'il soit fait de la meilleure des manières, mais pas forcément comme nous. Moi, c'est un petit peu un problème que je résous un peu tous les jours, mais ma manière de faire les cafés ou ma manière d'accueillir les clients, bah, ne sera pas la même que mon employé, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je sois là tous les jours pour lui Ok. montrer comment on fait ou pour que je fasse à sa place. Non, il faut que j'accepte qu'il ait sa personnalité, il ait ses atouts, il ait ses compétences, et derrière, pour déléguer au mieux. Et en fait, là, pour moi, déléguer, c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce qu'on pourrait se dire, oui, je délègue pour derrière faire autre chose Mhm. entre guillemets, rien faire. Mais au contraire, moi, je vois ça comme une partie du développement. Parce que plus je vais développer Noma, plus je vais déléguer Noma, plus je vais développer Noma à côté. Mhm. Et plus je vais développer Noma, bah, plus Noma va marcher. Et moi, derrière, je pourrais encore plus développer Noma tout en déléguant. Et voilà, c'est vraiment un espèce une boule de neige qui fait que plus tu délègues, plus tu grossis et tu prends de la hauteur sur pas mal de décisions. D'accord. Et est-ce que Nomad, c'est un projet que tu veux porter le plus loin possible? Est-ce que c'est un projet qui te permet de encore plus te faire la main sur le milieu entrepreneurial? Est-ce que toi, Stanislas, tu as un rêve? Est-ce que tu ambitionnes quelque chose? Est-ce que tu ambitionnes de pousser Nomad le plus loin possible? Est-ce que tu ambitionnes de créer un autre projet? Alors, entre toutes les questions, moi je vais te répondre sincèrement, Noma, encore une fois, je ne l'ai pas fait pour créer le premier café coworking du monde ou le premier café coworking d'Europe. C'est vraiment pas ce à quoi j'ambitionne. Mhm. Moi, vraiment, c'est vraiment une résolution de problème que j'ai voulu répondre. Je sais que ça répond à pas mal de problèmes, que ce soit entrepreneur, salarié en télétravail ou même étudiant. Ça répond vraiment à un besoin, le fait de pouvoir travailler et à la fois retrouver ce côté chaleureux et pratique et avoir des boissons, etc. J'ambitionne pas forcément de développer Noma de manière nationale ou internationale. Au contraire, moi je veux le développer au maximum, donc que ce soit de manière locale surtout, pourquoi pas nationale, faire quelque chose de propre. Ok. Moi derrière pouvoir faire d'autres projets, pourquoi pas, tout en pareil en développant la chose, mais faire d'autres projets. Et moi il y a le secteur de la finance qui m'intéresse toujours D'accord. autant, donc pourquoi pas reprendre le secteur de la finance, parce que ce que je fais à Noma, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment le côté financier, le côté comptabilité. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas reprendre aussi la finance à côté, Mhm. déléguer un maximum Noma, mais en développant Noma aussi, Ok. c'est encore avant. Donc, pousser Noma au bout Ouais, et te fermer aucune porte pour autant, c'est le exactement. plus possible. Ok, C'est ça. très Et puis clair. en tant qu'entrepreneur, je suis un peu mordu de projet et donc j'ai des idées tous les jours de nouveaux Mhm. projets. Je suis encore sur d'autres projets et en fait, je pense que ça s'arrêtera jamais. Bien que Noma, voilà, se développe un maximum, je pense que sans cesse j'aurai de nouveaux projets et c'est un peu aussi un défaut que je peux avoir ou que les entrepreneurs peuvent avoir, c'est ne pas forcément se focus sur une chose, mais c'est en développer un peu d'autres. Voilà. C'est quelque chose qui te drive, ça, d'avoir du challenge tous les jours, d'un projet, envie de développer quelque chose, envie Ouais, de... Ouais, exactement. Moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite, ok. toujours besoin d'être stimulé par quelque chose. En cours, c'était pareil. Il fallait vraiment que je sois stimulé par quelque Mhm. chose. Dans les maths, la finance, la comptabilité, les matières un peu plus théoriques, ça m'intéressait un peu moins. Euh, Moi, j'avais toujours besoin d'être drivé et au quotidien, hein, pareil. Hein, j'ai Ok. toujours besoin d'avoir des objectifs, que ce soit au niveau du sport,
du business ou autre. Et donc c'est pour ça que j'essaie de prendre le maximum d'auteurs pour avoir plutôt cette vision stratégique Mhm. et à côté aussi développer un peu d'autres projets, des projets entrepreneuriaux, des projets plutôt avec la finance, etc. Donc Ok. ouais, c'est vraiment quelque chose qui me drive à 100%. Ok, top. Je pose une question peut-être un peu particulière. Ouais. Toi, d'un point de vue personnel, est-ce que tu as une personne qui t'inspire, ou tu peux choisir parmi ce que je vais te proposer, mais un livre que tu aimes, un film qui t'a fait avoir un déclic un jour? Est-ce que parmi ces options, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire? Un film tout de suite là, spontanément, je dirais À la recherche du bonheur. C'est un film avec Will Smith Ouais. qui joue avec son fils. Euh, et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas forcément les prédispositions ou le milieu social pour le permettre d'avoir toutes les meilleures opportunités, mais il est très smart. Et en fait, il va faire la rencontre d'un mec qui est en finance, qui bosse à Wall Street, et de fil en aiguille, et par motivation, abnégation et vraiment engagement, il va réussir à rentrer dans ce secteur avec toutes les difficultés qu'il va rencontrer sur le passage. Mais il va pouvoir monter aussi et élever son rang social, Mhm. euh, alors que de base, il venait d'un rang social qui était très faible. Et donc, il va upgrader, rentrer en finance, faire pas mal d'argent, et puis mettre bien son fils, etc. Donc ça, c'est vraiment un film qui m'inspire beaucoup. Et sinon, en personnalité, je pourrais dire Mohamed Ali. Ok. Là, je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup, mais personnalité très engageante, très disciplinée, motivante, et voilà. Et aussi l'aspect politique aussi, que je trouvais ça intéressant. Mais voilà, Mohamed Ali et à la recherche du bonheur. Ok, Avec Will intéressant. Smith. Donc, accès, évolution, Ouais, challenge, et exactement. puis une petite partie finance. Ouais, exactement. Ok, top. Est-ce que peut-être tu aurais un mot à faire passer aux personnes qui nous regardent, que ce soit dans tes expériences personnelles, professionnelles avec tes deux boîtes, un message que tu aimerais véhiculer, que toi tu as appris peut-être sur le tard ou tout simplement que tu aimerais donner? Franchement, ça va être sur la même chose que j'ai dit précédemment, sur l'échec. N'ayez pas peur d'échouer. C'est vraiment, là je me parle aussi à moi-même et je parle à vous, mais n'ayez pas peur d'échouer parce que l'échec, vous voyez vraiment comme une leçon et pas forcément comme un échec en fait à proprement parler. Essayez d'avancer au maximum malgré les échecs, malgré les difficultés. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs et un échec pour moi c'est plutôt une leçon euh, qu'une non-réussite, quoi. Donc essayez d'aller au maximum, lancez des business pendant vos études si vous êtes étudiant, si vous êtes encore à la recherche de projets ou autres, lancez-vous et n'ayez pas peur de l'échec. Ouais, franchement c'est l'échec que je veux vraiment mettre en avant durant cette interview. Top, super inspirant. Je pense que ça s'applique autant à des Ouais, étudiants qu'à des ouais, entrepreneurs, exactement, qu'à des chefs d'entreprise. tout à fait, Ça s'applique vraiment à tout le monde. Ok, exactement. super intéressant. Et j'aimerais peut-être clôturer du coup cet épisode par une question. Qu'est-ce que tu verrais pour le prochain épisode des Voltigeurs? Est-ce qu'il y a une personne que tu as en tête, que tu aimerais voir ici, assis, à qui on peut poser des questions? Jocarise. Non, C'est un il, est, projet. il est déjà venu. Ouais. Mais sinon, non, une personnalité, il y en a pas mal hein, que je trouve intéressante. Je sais pas si vous y arriverez, mais Guillaume Moubèche, ça Ok. peut être une personnalité qui peut être très très intéressante. Difficile à avoir, je pense. Mais voilà. Et sinon, non, c'est très intéressant ce que vous faites, le fait de, de- d'allier en plusieurs personnalités, plusieurs secteurs d'activité, que ce soit les étudiants entrepreneurs un peu comme moi, un peu voilà, de tous horizons. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais sinon, non, comme personnalité, je dirais Guillaume Moubèche. Voilà. Ok, c'est Voilà. noté. Bon, on garde ça en tête pour le prochain épisode des Voltigeurs. Merci beaucoup, Merci à vous. Stanislas, et puis à bientôt. À bientôt.